Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct sur RLP. RLP, Famille, Justice, Enfance, l'émission sur la famille, le occidental contemporaine. Un nouveau direct depuis nos studios de Coulommiers-Chamiers pour vous, là, sur RLP, avec aujourd'hui Maître Barbara Régent. Nous en avions parlé avec Sarah Massota. Barbara Régent, en fait, fait partie d'une association, d'un groupement qui s'appelle les Avocats de la Paix. Madame Barbara Régent, bonjour, bonsoir. Bonsoir Stéphane et bonsoir à vos auditeurs et auditrices. Bonsoir, bonsoir. Alors déjà, très rapidement, Barbara Régent, qu'est-ce que sont les Avocats de la Paix ? Les Avocats de la Paix, c'est une association qui regroupe des avocats qui pratiquent les modes amiables. Ils sont formés à aider les personnes à pacifier leurs relations de droit. D'accord. Vous, Barbara Régent, pourquoi le droit ? Pourquoi avocat ? Pourquoi les Avocats de la Paix ? Alors, pourquoi le droit ? Je crois que le droit me coule dans le sang depuis que je suis enfant. J'ai toujours voulu défendre, y compris dans la cour de récréation, toutes les injustices possibles. Donc, c'est quelque chose pour moi qui est une vocation, qui est absolument naturelle. Et puis, pourquoi la famille ? Parce que c'est un droit qui est excessivement humain, extrêmement humain, totalement humain et qui me passionne. C'est un droit assez technique en réalité, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et pourquoi les Avocats de la Paix ? Parce que c'était une évidence pour moi. Un jour, en lisant un article dans la presse, j'ai vu cette expression et je me suis dit mais il faut absolument faire quelque chose. Il faut regrouper tous les confrères qui veulent pratiquer le droit autrement, qui veulent se retrouver au centre des relations avec les clients, les confrères, pour faire autrement, pour pratiquer autrement, pour ne plus mettre le feu, pour au contraire jouer notre rôle qui est celui d'apaisement dans l'histoire de la société. C'est le rôle de l'avocat. Bien sûr. Alors, juste pour redéfinir un peu, vous avez fait des études de droit, la fac de droit ? Oui, fac de droit à Rennes et après à Assas. Ah, ok, vous êtes allé jusque master, après spécialisation en avocat directement ? Alors non, moi j'ai eu un autre métier avant, j'étais collaboratrice d'avoué, c'est un métier qui a disparu, donc D'accord. Moi je l'ai exercé jusqu'en 2007, c'est un métier qui a disparu en 2012 et en 2007 j'ai choisi de devenir avocate et de pratiquer le droit de la famille et le droit du travail majoritairement. D'accord, donc vous aviez une formation initiale différente ? Oui. Qui était de... En fait, l'avoué, c'était comme on va dire un super avocat d'appel. D'accord. Voilà, c'était vraiment un technicien du droit, parce qu'il était très, très spécialisé en procédure devant la cour. Et c'était un diplôme particulier, un processus un petit peu différent des études d'avocat, mais le but était le même, celui de participer à l'œuvre de justice. La question sous-jacente, c'était en fait, vous avez commencé en quelle année pour savoir combien de temps de... Voilà, c'était... Oh là là, vous me demandez. Non, pas du tout. Je vous demande pas à quelle... J'en sais rien, c'est pour savoir. J'ai débuté en 1998. Tout cela oui. Ne vous rajeunit pas. Non, mais c'est important de dire que vous avez une vision de l'environnement, de l'ensemble, que vous n'arrivez pas, si vous voulez. Vous avez eu le temps d'analyser l'environnement pour aller dans cette direction-là. C'est ça qu'il faut dire. Oui, effectivement, c'est 25 ans d'expérience d'abord dans un monde qui était uniquement judiciaire, puisque quand on est devant la cour, on ne pratique que la procédure, pour ensuite devenir avocate et me dire en arrivant dans ce monde de l'avocature qu'il n'était pas possible pour moi de pratiquer
ce droit en faisant uniquement justement ces procédures, mais au contraire en essayant de rapprocher les gens. D'accord. Alors écoutez, on a posé le cadre. Maintenant, j'aimerais que vous nous racontiez une histoire que vous m'avez racontée en off, là, et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, on va lancer le live YouTube, là, on avance, et j'aurais dû le faire avant, mais c'est ça que je voudrais entendre quand je parle de l'environnement de gestion des conflits familiaux et de gestion de l'enfance dans notre pays. C'est l'histoire de 2 personnes, vous m'avez dit. Alors voilà, en fait, ça permet peut-être cette histoire de donner à vos auditeurs une autre manière de faire. Oui. Donc, comment font les avocats de la paix? Alors peut-être en prenant l'histoire d'Alice et Pierre, donc les prénoms ont été évidemment changés. Alice et Pierre sont tous les deux fortes personnalités. Ce sont des gens qui malheureusement sont en conflit, qui ont utilisé un certain nombre de procédures judiciaires. Et là, je ne vais pas intervenir comme avocate, mais je vais intervenir comme médiatrice dans ce dossier-là. Et en tant que médiatrice, j'utilise évidemment un certain nombre d'outils. Et lorsqu'ils arrivent tous les deux avec leur tristesse, leur rancœur, leur colère, ils ne se regardent pas, ils ne se parlent pas. Ils s'installent l'un et l'autre à un bout de notre pièce, de notre salle de réunion. Et avec mon associé, on va essayer de comprendre leur histoire et leurs émotions, les émotions qui les animent. Ils ont 2 petits-enfants, donc ils ont la nécessité quand même de faire coparents pour permettre à ces 2 enfants de grandir. Mais la première réunion est très difficile. Pierre est très fermé, Alice pleure beaucoup. On sent qu'ils sont tous les 2 très très à vif, ils ne se regardent pas, leurs corps sont éloignés et très fermés. Et puis, lors de la 2e réunion, peu à peu, ils vont commencer à se détendre. Et là, on va pouvoir parler aussi avec eux de coparentalité, de quels sont les effets aussi de ce conflit sur l'enfant, sur son développement psychologique, sur son développement physique, sur ce que ces conflits, ces tensions créent aussi au fond d'eux, au fond d'Alice, au fond de Pierre. Qu'est-ce que ça induit comme réaction chez l'un et chez l'autre? Et puis, peu à peu, on va sentir que leur corps se détend. Alice et Pierre vont repartir. On a fixé une 3e réunion. Et lors de la 3e réunion, Alice et Pierre arrivent en se parlant. Ils vont installer leurs chaises, ils vont les positionner l'une près de l'autre, tourner l'une vers l'autre. Et là, ils vont commencer à dérouler. Ils vont dérouler en fait ce que leur a apporté ces échanges, ce que cette conversation a induit en eux. Et puis, pas à pas, on va commencer à pouvoir noter des points d'accord. Et à la fin de cette réunion, eh bien, moi et mon associé, nous aurons quasiment disparu puisqu'Alice et Pierre se parlent comme si nous n'étions plus là. Eh ben, c'est ça ma mission. Ben, c'est magnifique. Et ça change tellement de c'est la guerre, j'ai vendu tout ce qu'on avait, on s'est étripé pour la voiture, les chiens, les petites cuillères, les enfants ont été placés par le département, 3 membres de la famille sont morts, nous sommes à la limite SDF et aux minima sociaux, on va tous mourir. Qui est ce qu'on entend parfois un peu trop souvent, mais ce sont des histoires comme ça qu'on a envie d'entendre, Barbara. Un peu plus. Mais parfois, c'est vrai que celles que vous racontez, alors elles sont aussi parfois fondées. Il y a d'autres aspects à mon métier. Mon métier, c'est pas le monde des bisounours. Être un avocat de la paix, c'est pas le monde des bisounours. C'est œuvrer en fait avec les gens lorsque c'est possible. Et j'exclus bien évidemment dans mes propos tout ce qui est violence intrafamiliale, c'est autre chose et ces violences ne sont pas admissibles à l'amiable. On ne peut pas utiliser ces processus. Mais tous ces processus de médiation, de négociation raisonnée, généralement, ils sont possibles dans 80% des dossiers. Ce qui est déjà énorme. Oui, c'est énorme et ils n'ont rien à faire devant un juge. En fait, nous, les avocats, quand on est formés, on est capable d'amener toutes les Alice et tous les Pierre du monde à pouvoir se parler, à pouvoir se mettre autour d'une table. En théorie. L'observation, l'analyse de cet environnement-là, que moi et d'autres, enfin moi depuis 2018, d'autres depuis bien plus avant, nous disent que l'environnement judiciaire aujourd'hui
conflictualise énormément les situations. Ça s'arrange pas. L'accroissement des délais et l'accroissement des tarifs n'arrange pas du tout la situation d'ailleurs. Et les formations, en fait, si on veut aller en dehors du droit général, si on veut vraiment se spécialiser dans un domaine qui n'a pas encore forcément celle de noblesse, hein, on en reparlera, il faut le faire par soi-même. Vous, là, sur votre CV, vous dites dès 2000-2002, je sais plus, là, vous faites médiatrice. Donc, assez rapidement, vous avez envie d'aller vers là. Mais énormément d'avocats sont là et disent « Allez, on va lui faire payer, on va lui faire comprendre, on va lui en enlever le maximum, on va lui faire mal le maximum. » Mais non, vous entendez pas, monsieur, madame, vous pourriez obtenir beaucoup plus de choses en faisant comme ça. Et puis en face, on a des débutants, très souvent des débutantes, qui sortent de l'ENM, qui n'ont pas eu le temps d'avoir une relation familiale ou d'avoir tout simplement une relation sentimentale longue, parce que ce sont des études qui sont difficiles. Vous avez rappelé que vous-même, on vous a fait apprendre par cœur le code civil. Je crois que la formation de juge, elle est assez panée. Procédure, pardon. La formation de juge, elle est aussi panée, quoi. Et au départ, ces gens qui sont très généralistes, avant d'arriver aux grandes affaires auxquelles ils aspirent, on les envoie au service des couches-culottes pour se faire les dents. Et donc, le cocktail aujourd'hui n'est pas du tout orienté vers ce que vous venez de présenter. Ce que vous venez de présenter, c'est la démarche de personnes qui, déjà, ont une maturité personnelle, et deux, ont fait des efforts de formation à titre individuel. Et pour l'instant, l'état des lieux, il n'est pas comme ça. Alors, pour moi, l'état de notre justice, à ce jour, crée des violences institutionnelles. C'est-à-dire les délais judiciaires, c'est une violence supplémentaire qu'on inflige aux gens. Donc, à nous aussi, les avocats, de faire ce travail de formation. Mais j'ai des projets, j'espère, avec le Conseil national des barreaux qui vont aboutir pour de la formation obligatoire à l'amiable dans notre quota de formation continue. Il faut impérativement qu'il y ait un minimum de formation pour les confrères de manière à justement ce qu'on rentre dans cette voie d'apaisement. De toute façon, ça va dans le sens de la loi, ça va dans le sens de l'évolution du droit, puisqu'il y a une loi du 18 juillet 2025 là qui a rendu obligatoire à compter du 1er septembre un certain nombre de méthodes et qui tend vers un développement de l'amiable. Donc, c'est le sens de l'histoire, c'est ce que nos confrères vont devoir de plus en plus pratiquer, c'est aussi la demande de plus en plus présente chez la clientèle, qui ne peut plus accepter de voir des procédures qui durent 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, avec des coûts qui explosent. Donc, on a tout à fait cette possibilité, nous, avocats, de devancer les choses, d'être en tête de train pour montrer que d'autres façons de procéder sont possibles pour donner satisfaction à nos clients, parce que l'amiable, c'est du gagnant-gagnant, il n'y a pas de perdant. On va vers quelque chose qui remplit les besoins des uns et des autres, sinon ça ne peut pas fonctionner. Alors que la justice, c'est un aléa. Alors, j'ai été travailleur indépendant, hein, je suis encore un petit peu avocat, c'est aussi un travailleur indépendant, c'est une profession libérale, c'est un prestataire privé, c'est un cadre, je peux rien, hein, c'est comme ça. Hein. Comment on fait pour expliquer à des prestataires privés que leur intérêt, c'est plus de vendre des procédures, mais que c'est de faire en sorte justement qu'il y ait le moins possible? Comment on fait ce petit miracle-là? Alors, on pense toujours qu'avec l'amiable, il y a beaucoup de confrères qui ont des peurs, il faut les lever. On ne peut pas gagner sa vie. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Hein. Moi, mon cabinet tourne extrêmement bien. Simplement, bien sûr, tout ce qu'on va faire à l'amiable, c'est facturable. Quand on amène un client en médiation, quand on l'accompagne, quand on le conseille, c'est du temps passé. Ce temps passé, bien évidemment, on le facture, tout comme on prend du temps pour aller à l'audience, pour se déplacer, pour plaider. Moi, je préfère accompagner quelqu'un en médiation et pouvoir le conseiller vers une solution qui va être beaucoup plus rapide et efficace que d'aller plaider un dossier avec un juge qui parfois peut ne pas écouter parce que je suis le 25e avocat à plaider dans la journée dans ses oreilles. Donc, voilà. Et puis surtout, il faut aussi se dire que les clients qui sont contents, ils renvoient d'autres dossiers. Alors que quand on est avocat en contentieux, un coup on gagne, un coup on perd.
Le client qui a perdu, il sera pas content. Il aura plus de mal à payer les honoraires. Il va pas recommander cet avocat à Pierre-Paul Jacques. Il va dire, bah non, mon avocat, il était pas bon, j'ai perdu. Donc tout ça, c'est en termes de réputation, bien sûr. Il y a cet élément beaucoup plus favorable de l'amiable. Donc il y a toutes les raisons d'y aller pour un professionnel libéral. Oui, on peut entendre. Après, une petite question qu'il faut quand même que je mette sur la table là, parce que on est nombreux à avoir regardé un certain nombre de dossiers là. La conciliation, la médiation, il faut être deux. Pour faire la guerre, il suffit d'un seul. Comment on fait lorsque l'un des deux parents emploie la stratégie du pourrissement parce que finalement c'est celle-là qui s'avère gagnante lorsqu'on veut être négatif, on ne peut pas le forcer à être positif? Bien sûr, on peut forcer personne, mais plus les avocats sont formés, plus ils sont là en soutien auprès de leurs clients en leur disant mais cette stratégie de pourrir, etc., ça ne sert absolument à rien. Au final, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre du temps et votre revanche, vous ne l'aurez pas. Oui, alors quand on est en colère, c'est ça qu'on veut. Quand on est en colère, on vient et on dit « Ah, et quand on est en colère, c'est vers ce genre de personnes qu'on va. Et je suis obligé de dire que les personnes qui pourrissent l'environnement arrivent à leur fin sur la durée. Certaines, oui. Mais c'est aussi le rôle des avocats de leur dire que non. Moi, si un client vient me voir en disant je veux la faire payer, etc., je vais lui dire vous n'êtes pas à la bonne porte. Oui, très bien, mais quand vous vous retrouvez face à un professionnel qui, lui, agit comme ça, comment on fait? Parce que la conciliation, il faut être deux. On est convaincant. On devient convaincant. On devient convaincant, c'est-à-dire qu'on va, avec son petit bâton de pèlerin, y revenir. Moi, j'ai une persévérance sans limite. Alors, c'est ce qu'on dit nous aussi en permanence. C'est main de fer, grande velours. Dès qu'il y a une petite porte qui s'ouvre, il faut toujours la privilégier et la prendre, et il faut toujours l'offrir. C'est ce que nous on dit lorsque les gens viennent. Par contre, là, j'ai quand même deux petites choses. Là. Premièrement, de manière institutionnelle, on ne peut pas forcer quelqu'un à concilier ou à faire la médiation. Voilà. On ne peut pas lui reprocher d'avoir fait foirer ou de ne pas être revenu en médiation. Enfin, on peut le montrer en disant, vous avez vu, il n'est pas venu, elle n'est pas venue, tout ça. Donc ça, c'est un problème quand même. Donc il n'y a pas encore une voie de l'institution pour vraiment encourager, favoriser, donner une importance vraiment juridique à ça. Et deuxième chose, la médiation, qui c'est qui paye? C'est l'État ou c'est les gens? Non, ce sont les gens qui payent la médiation. Y compris à l'aide juridictionnelle? Après, il y a des tarifs. Il y a effectivement, ça dépend si la médiation est judiciaire ou conventionnelle. Si elle est conventionnelle, bien évidemment, c'est le tarif du médiateur conventionnel qu'on aura choisi. Mais il y a aussi des tarifs conventionnés, ça c'est autre chose, par la CAF, où en fonction des moyens des gens, il y a des barèmes. Je crois que ça commence à 2 € si ma mémoire est bonne. Dans les services de médiation conventionnés. C'est couvert par l'aide juridictionnelle? Alors, ça peut être pris en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle, mais de mémoire, les médiations conventionnées, il y a une petite participation, me semble-t-il. Alors, vous voyez où je veux en venir, en fait. On se retrouve dans ces endroits civils, c'est-à-dire devant le JAF, devant le JDE, avec des bonnes intentions, mais qui ne sont pas institutionnalisées, avec des rémunérations obligatoires. Pour des praticiens qui ont étudié 6-8 ans, ça s'entend, c'est obligatoire, mais qui sont à prendre en charge par les parents. Et puis, il n'y a jamais, absolument jamais, le professionnel qui parle de l'enfant. Moi, j'ai quand même moult affaires qui passent devant mes yeux comme ça, où monsieur et madame se battent, ou alors la justice vient s'intéresser à quelque chose, et puis le bébé qui allait, qui est en train d'allaiter, on va le séparer de sa mère le temps qu'on regarde, un an et demi, là, pour le remettre éventuellement après, ou les enfants, on verra plus tard ce qui se passe. Il manque quand même beaucoup de choses. La question, la protection de l'enfance. Je connais déjà la réponse, mais je vais faire une jolie question pour que vous puissiez ensuite dire votre avis. La gestion de la famille, des conflits familiaux, des violences intrafamiliales, la protection de l'enfance, est-ce que c'est une matière qui est mature et aboutie chez nous telle qu'elle est aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a encore des pistes de travail qu'on pourrait évoquer ensemble?
Non, mais non, il y a tout à construire. Ah, Si, voilà. alors il y a déjà des choses, mais en fait, la difficulté, c'est que notre droit de la famille, il est encore très empreint et du 19e et du 20e siècle. Hein. Si vous prenez par exemple l'article 212, il y a toujours dans le code l'obligation de fidélité, par exemple, qui est l'une des obligations du mariage. Il y a très peu de temps encore. Ah, tiens, c'est marrant, moi, c'est pas celle qui me dérange le plus, obligation. Mais bon, ça, c'est personnel, ça. Non, Oui, non, mais ça, c'est une question intime aux personnes. Est-ce que le Code civil est obligé, en fait, de statuer sur l'obligation de fidélité entre bon, il y les a quand personnes même beaucoup parce de qu'elles se culture marient? et beaucoup de culture et de lois dans Ça, dans c'est le monde. 1804. Oui, mais dans C'est le 1804. oui, très bien, très bien. Mais C'est- dans le loi, dans le monde, là, dans beaucoup de lois de beaucoup de pays dans le monde, l'extra-conjugalité est un motif de séparation. Hein. Donc bon, Oui, mais en fait, tout ça pour vous dire que notre code, ça c'est un texte, en fait, cette partie du texte, elle date du 19e siècle. Donc on voit bien qu'il y a des morceaux du droit qui ne sont plus forcément adaptés à notre société en règle générale. oui, bon, ça Puisque cette j'entends. C'est pas forcément le obligation, meilleur exemple, mais j'entends. Oui. voilà. Alors, vous estimez que c'est pas le meilleur exemple. Moi, je connais la source de ce texte, c'est-à-dire que l'obligation de fidélité dans ce texte, lorsqu'elle est mise, euh, rappelez-vous qu'au XIXe siècle, la fidélité et l'homme, c'est toute une question. Mais pour la femme, elle est imposée pour des questions de filiation. Donc, il faut peut-être revoir les textes, d'autant plus que l'article 212, par exemple, indique une obligation de respect, et on en vient aux violences intrafamiliales. L'obligation de respect, elle a été rajoutée dans le texte justement pour lutter contre les violences intrafamiliales. Donc, notre droit évolue, mais on fait toujours des petites réformes de cosmétiques, alors qu'il lui fallu, me semble-t-il, reprendre l'intégralité du texte, se dire au XXIe siècle et au XXe siècle, quelles sont finalement les obligations du mariage, comment revoir ce texte dans son ensemble. Et ça, c'est pour à peu près tout. C'est-à-dire qu'on a un code en matière de famille, un droit de la famille, qu'il faut faire évoluer. Parce qu'aujourd'hui, les familles du XXe siècle et du XXIe siècle ne sont plus les mêmes. On a un système où on a des familles recomposées, il n'y a rien qui finalement les concerne. Hein. Les droits des beaux-parents, ils sont très tenus vis-à-vis de l'enfant. On a des règles concernant les familles monoparentales, et je vais y venir, qui ne sont pas suffisamment protectrices, puisqu'on entend un certain nombre de choses dans les médias et parfois stigmatiser un parent parce qu'on dit qu'il ne s'occupe pas suffisamment de l'enfant. Donc, comment on accompagne les familles? Quel soutien ont les familles dans le cadre de la parentalité? Moi, j'en vois pas tant que ça. Le droit ne soutient pas suffisamment. On a une justice qui, elle, va créer un certain nombre de violences en raison de ces délais. Donc, par exemple, quand un parent saisit un juge et qu'il faut qu'il attende 2 ans, 3 ans pour avoir une décision de justice, qu'est-ce qui se passe en attendant? Qu'est-ce qu'on fait de cet enfant déchiré entre son père et sa mère? Qu'est-ce que ça induit comme violence, y compris entre les ex-compagnons? Tout ça, aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Quand il y a une rupture de lien entre un parent et un enfant, aujourd'hui, on est quasiment désarmé. On n'a rien, on n'a pas d'outils. La seule chose que l'on est en train de mettre en place, c'est la coordination parentale qui permet d'aider à la parentalité. Donc moi, je suis coordinatrice parentale, mais c'est un diplôme très, très récent. Il y a quelques promotions de formés, il y a quelques juges qui ordonnent la coordination parentale. Elle permet aussi d'aider à des parentalités qui sont parallèles lorsqu'il existe des violences, parce que malgré tout, il y a un père, une mère ou 2 pères ou 2 mères, mais avec un enfant qui est au milieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations de violence? Il y a parfois des décisions à prendre, il y a parfois une justice qui est lente. Donc, ces familles, elles ont besoin de soutien. Et aujourd'hui, pour moi, le droit de la famille n'est plus suffisamment adapté. Il faut le réformer. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Et ces choses-là, il faut en parler et il faut que les lois changent.
Voilà. J'y travaille. Alors effectivement, c'est excellent. C'est bon, oui, bon. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que oui, le droit de la famille a évolué. La façon de gérer le droit de la famille n'est pas aboutie du tout. On dira ce qu'on voudra par rapport au juge des enfants, mais il n'y a pas de contradictoire. On n'est plus dans le droit romain. Très souvent, devant le JAF, on n'est plus devant le droit tout court. Les exemples que vous m'indiquez proviennent, ont une très très grande influence bonapartiste, voire révolution industrielle. Quand on travaille avec les sociologues et autres, on se rend compte que l'histoire de l'humanité, elle était bien antérieure à la révolution industrielle. Mais moi, je pense que quel que soit le point de vue que celui qu'on prend, qu'il soit un point de vue féministe ou un point de vue famille traditionnelle, on pourrait en fait s'entendre pour l'intérêt de l'enfant. Et c'est vraiment l'avantage de la coordination parentale dont on a déjà parlé ici et dont je suis un des grands partisans d'ailleurs, hein, et que j'essaie de mettre en avant régulièrement. C'est intéressant. Dites-moi, je vais sauter du coq à l'âne parce qu'il nous reste quelques minutes. Je vois que votre activité consiste aussi à aller vers les politiques. Vous y travaillez. Vous étiez par exemple lundi à l'Assemblée nationale. Vous avez rencontré Madame Caroline Yadan. Donc vous êtes active au niveau politique, mais vu le peu de temps qui nous reste, etc., moi je vais vous demander aussi, en tant qu'homme, là, voilà, en tant qu'homme victime, est-ce qu'on tape pas un petit peu toujours sur les mêmes? Est-ce que en Occident, moi j'arrive d'extra-Occident, hein, est-ce que finalement nous, les pères d'aujourd'hui, contemporains, là, qui sont très différents de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, est-ce que c'est pas un petit peu tout le temps sur nous qu'on tape là actuellement? Dites-nous quand même là. Alors, pour répondre à votre question, je ne fais pas de politique, je fais de l'humanisme. Oui, non mais là, c'est pas de la politique, là, c'est de la socio. Je suis désolé. Quand on voit comme une situation conflictuelle, on a, voilà, on va. J'ai pas de parti. Par contre, en faisant justement cet humanisme, mon objectif est de rétablir un équilibre. Oui, parce que l'égalité homme-femme, c'est pas que dans la fiche de paye, hein, c'est aussi dans la famille, si vous voulez. Voilà. C'est aussi l'accès à l'enfant. On peut pas dire en permanence, bien sûr. Le droit, le vote 2002, c'est Ségolène Royal, c'est l'équité parentale normalement, la résidence alternée, voilà. Mais c'est pas forcément produire uniquement des familles monoparentales avec les gens qui payent, et puis dire aux parents qui s'occupent plus de leur enfant parce qu'on les a dégoûtés durant des années que c'est de leur faute. C'est un schéma un peu réducteur, ça. Non, c'est pour ça qu'il faut vraiment accompagner les familles et trouver d'autres processus avant qu'on en arrive là. Voilà. Vous voyez, la rupture de lien ou les difficultés entre deux personnes, forcément, les fossés se creusent quand on a une justice qui maltraite. Voilà. Alors que si on prend les choses vraiment au début, très vite, quand on intervient sur le show, ça change tout. Ça c'est le point fondamental. Il faut s'occuper des choses rapidement, correctement au début, avant qu'elles ne pourrissent. Parce qu'autrement, comme le dit Marie-France Irigoyen, le retour de l'enfant est un mythe. Et l'enfant est abîmé. Et on ne peut pas se permettre d'avoir la justice qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, nous, on dit carrément aux gens de ne pas aller au tribunal quand ils peuvent. Quand ils ne sont pas obligés de le faire, on leur dit ouvertement. Voilà. Oui, je pense qu'effectivement, c'est pas le bon processus. Alors, il peut y avoir effectivement des gens qui vont choisir des avocats qui sont là pour attiser. Et c'est fort dommage et je déplore vraiment que certains de ses confrères pratiquent comme ça, parce qu'en surfant sur la haine, et on le voit beaucoup trop aujourd'hui, en surfant sur la haine, sur les peurs de l'autre, on ne crée rien, on détruit tout. C'est magnifique, voilà. Je vous ai un peu titillé, vous avez vu, c'est magnifique quand même, parce qu'en vous titillant, le mot qui vient à la fin, il est superbe. Je voulais le dire quand même, vous voyez. Mais oui, c'est très bien. De toute façon, il faut pouvoir parler de tout. Bien sûr. Bien sûr. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on débat au lieu de converser. Bon. Barbara Régent, les avocats de la paix, tout ça, on vous trouve comment ? Alors, vous avez mon site en ligne, on me trouve facilement parce qu'il y a même mon portable sur Internet. Et donc, vous me trouvez tout simplement en tapant mon nom et mon prénom. Vous aurez mon site. Et sur mon site, vous aurez d'ailleurs accès à un calculateur de pension gratuit. Donc, vous pouvez simuler votre pension alimentaire
Ah, nous, on En faisant demande une du automatisation par la CAF, hein, comme les APL et tout, ça simplifierait beaucoup. Mais bon. Alors, le calcul sur le coût réel de l'enfant, moi, j'aime pas les automatismes, parce que l'automatisme crée de l'injustice, alors que quand on va calculer le coût réel, on est plus proche de la vérité. On en parle juste après sur YouTube. Pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube, on continue. Je rends l'antenne à tout le monde. À la semaine prochaine. Au revoir. RLP. Au revoir. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Voilà. Nous avons rendu l'antenne. Ça va ? Oui, et vous? Ça passe vite, hein ? Ça passe trop vite. Ça passe Mais super comme à vite. chaque fois. Hein. Ouais, vous en sentez bien. J'ai mis 2-3 pots de bananes, là. Vous les avez bien évité. C'était magnifique. Mais j'aime bien. Moi, je pense qu'on doit Oui, pouvoir bien sûr, parler. bien sûr, bien sûr. Et puis en fait, elles avaient un fond de vérité aussi. Tiens, pendant que vous êtes là, je vais vous demander votre avis parce que ça, si vous voulez, il y a tellement de choses là. Une pension alimentaire, en fait. Pourquoi vous êtes contre une automatisation, un calcul mensuel comme l'APL, comme la prime d'activité, vu que les impôts ont tout. Quand je vois les histoires, en fait, où... Non, les impôts n'ont pas tout, Stéphane. Les impôts n'ont pas tout. Les impôts ne connaissent pas les conditions de vie des gens. Moi, je suis pour du sur-mesure. La justice, c'est du sur-mesure. Ouais, mais ça Faut qu'on marche arrête pas. avec Ça l'automatisation. marche pas. On fait une demande en Si, ça octobre. Non, on fait une demande en octobre. On passe en juillet. On a le jugement en août. Il est pas rétroactif. Il y a pour faire un appel 6 mois, 1 an. Moi, je pense Non, qu'il mais faut... ça marche à l'amiable. Ça marche à l'amiable. L'amiable, ça va devenir le premier chemin. Ah, Je m'y d'accord. emploie Ok. tous les jours. Ok. Moi, je parlais de transférer à la CAF pour faire une déjudiciarisation et de laisser la judiciarisation au contentieux. Non, alors déjà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors déjà, à l'amiable, on peut tout faire. On peut tout créer, on Bien fait sûr. du sur-mesure. Oui. Donc ça veut dire qu'on a des pensions qui sont non subies. En fait, vous allez automatiser auprès de la CAF. Il faudra bien un moyen de recours. Ça, on peut pas, sinon vous serez, voilà, ça sera c'est- cassé c'est- par la CEDH. C'est là qu'on judiciarise, dans les contentieux quand on n'est pas Bah d'accord. oui, Voilà. bah oui. Mais on peut Mais pas ça va attendre. faire des contentieux thermonucléaires. C'est pas l'objectif. Mais en même temps, si vous voulez, moi je suis obligé de dire que ça marche pas. Voilà. Quand j'ai eu des baisses de revenus et autres, j'ai moi-même saisi le JAF l'an dernier. Alors en plus, elle est magnifique. Celle-là. Je l'ai saisi en septembre. Passage devant le JDE. Le JDE a dit Madame, vous saisissiez vous aussi. Donc elles ont saisi. On a reçu en février, donc bien longtemps après, une convocation sur la demande de Madame, parce que on a appris que la personne du tribunal local ici, qui aucune demande en ligne n'était traitée depuis juin parce que la personne était en arrêt maladie puis qu'ils avaient un problème informatique. Voilà, donc ça c'était magnifique, super, donc petite gueulante, courrier au directeur du tribunal, tout ça, etc. Convocation en juillet, donc on se voit en juillet pour une demande qui date de septembre et un problème qui avait déjà 1 an ou 2 d'antériorité, avec donc une dette qui s'accumule, la CAF qui vient, qui pète les comptes bancaires, les machins, parce que c'est pas forcément les plus fins du monde. Et puis c'est pas une façon de faire, je veux dire, lorsqu'on n'a pas de revenus, lorsqu'on a des revenus, on devrait pouvoir avoir un calcul automatisé. Il ne faut pas forcément en permanence déranger un bac+8 pour aller faire des calculs de 150 balles par mois. Alors, on peut pas. Alors, c'est pour ça que moi j'ai fait ce calculateur. Il est gratuit, hein. Il est en ligne sur mon site. C'est 1 an de travail. Et comme ça, on a une perception du coût réel de l'enfant. Qu'est-ce que coûte un enfant quand il est chez chacun de ses parents? Quand il est chez son papa, voilà, on prend un certain nombre de critères, l'hébergement, les frais du quotidien, les vêtements, les activités, etc. Quand il est chez sa maman, on fait pareil. On se rend compte, une fois qu'on a calculé, de ce que coûte l'enfant au total et de ce qu'il coûte chez chacun de ses parents. Et alors, la pension, elle se calcule sur cette base-là. C'est complètement révolutionnaire, c'est complètement novateur. Personne ne l'a fait avant nous. C'est 1 an de travail acharné pour y arriver. Ça va d'ailleurs être un peu plus intégré. Là, c'est un tableau Excel un peu qu'il faut télécharger, mais là, ça va être totalement automatisé là sur le nouveau site. Et donc, ça, c'est juste. Et d'ailleurs, ça correspond à peu près ce que disent désormais tout le monde, et qu'en fait, les méthodes actuelles, elles sont totalement vous dépassées. voyez, il y a déjà un début d'automatisation de calcul.
Oui, mais ça, ça peut pas être systématique. La CAF, elle ne connaîtra que vos revenus, elle ne connaîtra pas vos charges, elle ne connaîtra pas votre histoire. Bah tiens, il suffit juste de compléter le formulaire. Quand ils ont fait la prime d'activité, ils ont complété le formulaire, ils ont posé des questions. Quand je fais mes déclarations de revenus, moi, ou à une époque, là, quand j'étais auto-entrepreneur, tous les trimestres, je leur disais ce qui se passait avec mes trucs et tout. Et ben, c'est pareil pour les gosses avec les bonnes questions. Et là, ils sauront. Et vous aurez à la CAF, vous croyez que vous aurez un interlocuteur Mais j'en veux pas d'interlocuteur, ça marche pas. La dernière, elle m'a insulté, elle avait jamais eu d'enfant, j'étais juste un mec qui était bon à payer. Je veux pas des gens qui ont une idéologie comme ça en face de moi. Je veux quelque chose de compréhensible, de calculable à l'avance, de compréhensible à l'avance. Oui, certes, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Surtout lorsqu'on met 1 an ou 2 ans pour les avoir en face de nous. Et pendant ce temps, il y a une dette. Moi, j'ai des cas, j'ai des gens qui n'ont pas vu leur gamin depuis 10 ans, 15 ans. Les enfants ont 25 ou 30 ans. Mais il y a eu une dette qui s'est accumulée durant 4-5 ans de leur existence de pension alimentaire auprès de madame. Madame, un jour, elle pète un plomb, elle va voir un huissier avec frais de retard, machin et tout, et bim, bam, boum, quoi. Donc, ils n'ont plus le droit d'être propriétaires, ils n'ont plus le droit d'avoir une société avec des trucs à leur compte, ils peuvent plus rien faire. En 2025, là, au 21e siècle, on peut automatiser tout ça. D'ailleurs, vous commencez vous-même à l'envisager, là, hein, ça serait peut-être mieux. Ah ben, moi, je mets ça à disposition, je fais le travail de la CAF après tout. Eh ben, vous voyez, voilà, quelque part, je dis pas que la CAF, en l'état aujourd'hui, est apte à le faire, mais elle peut le devenir. Elle peut le devenir. On peut les former. Ça, c'est une autre question. Voilà. Aujourd'hui, tout ça, c'est pas possible. Malheureusement, on en est pas loin. Et l'État désuet. Vous vous rendez compte un petit peu le nombre d'audiences civiles qu'on est en train d'enlever. En plus, à chaque fois, si on bosse, l'audience, c'est entre 1000 et 1500 balles. Donc en fait, vu que l'institution judiciaire est une usine à nous envoyer aux minima sociaux et à nous prendre nos propriétés, une fois que nous sommes tous pauvres en logements sociaux, on est à l'AJ, c'est gratuit. Par contre, pour les autres, vous savez, depuis janvier, j'ai eu 8 audiences, moi. Vous imaginez un peu, là, si j'avais gardé ma profession libérale comme avant 8 audiences? Oui, absolument. Vous avez subi 8 audiences? Absolument. Je suis au JAF, au JDE, au tribunal du commerce, au TA. Je suis passé en correctionnel. J'ai fait une demande de contestation d'honoraires d'avocat. Puis il m'en reste 2. Je suis dans 7 juridictions et depuis janvier, j'en ai 8. Donc, vous m'excuserez, mais ne serait-ce que les parties automatisables, voilà, donc il faut les enlever. Et puis, je vous parle de moi, mais il n'y a pas que moi. On est une grande famille, hein, quand même. Hein, voilà. Donc, il faut quand même enlever un certain nombre de choses. Alors, j'ai résolu le problème. Vu que j'obtiens jamais rien, je les ai envoyés balader et j'ai arrêté toutes mes démarches. C'est beaucoup plus facile. Ça coûte moins cher. et vu qu'ils m'ont jamais rien donné, ni j'avais jamais raison sur quoi que ce soit, j'ai dit, c'est pas grave, on fait comme ça. Et sont maintenant les enfants, ils sont grands, donc c'est eux qui verront plus tard. Là, à partir de 18 ans, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est un choix que j'ai pris. Mais pour la pension alimentaire, rien que pour la pension alimentaire, en 10 ans, j'ai dépensé plusieurs milliers d'euros uniquement pour demander à ce qu'on regarde. Ce n'est pas normal. Non, c'est pas normal. Voilà. Mais c'est pas normal que la justice. Non, mais ce n'est pas normal que la justice produise ça. Ben, je suis d'accord. En attendant, ce n'est pas sa mission. Ben non, ce n'est pas sa mission. C'est pas de broyer les gens, en fait. Oui, non, mais actuellement, c'est ce qu'elle fait. Quand on vous répond que ça fait quasiment 1 an que toutes les demandes sur le site internet, on les a perdues, vous répondez quoi? Voilà. À la CAF, ils ne les perdent pas. Mais oui, mais il y a des réalités comme ça. Hein. La CAF, par contre, si vous voulez, pour aller vous péter les comptes bancaires et débarquer avec des gens qui vous font la morale au téléphone, ils le font très bien. Le tribunal ne le fera jamais, ça. Non, mais vraiment, je comprends. Je comprends votre colère. Du coup, et je comprends l'émission. Oui, après, bon, c'est pas... en fait, le but, je pense, c'est de décharger le civil et le JDE de ce qui est pas indispensablement leur destination pour leur permettre de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Parce que quand on les voit... Et puis de faire des audiences de consensus parental. Hein, exactement. Et quand on voit... À un moment donné, il faut plus laisser les gens faire ça. On peut pas continuer à produire de la violence au sein de notre société. Et puis dire aux gens qu'on n'a pas le temps de s'occuper des cas graves, alors qu'on passe du temps sur des trucs de papier.
Exactement. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on proposait de passer un peu par la CAF. C'était pas pour enlever quelque chose à quelqu'un, c'était au contraire pour donner un peu d'oxygène. Vous enlevez rien. Non, vous enlevez rien. Et encore une fois, les avocats, ils auront toujours du travail. Ça, c'est pas la question. Ah, mais si un avocat veut du boulot pour gagner sa vie, il vient me voir, j'ai plein d'idées. Franchement, et des nobles, qui vont vraiment arranger les gens, qui vont aider le monde. Là, il y a plein de trucs à faire. Je m'en doute. Et l'objectif, c'est pas ça. C'est vraiment, je pense qu'il faut changer le système. Le système ne fonctionne plus. Le système détruit trop. Ça me broie le cœur, votre histoire, parce que entendre qu'on en est toujours là, c'est-à-dire comment, en fait, notre système évolue, comment on arrive à répondre. J'imagine que vos enfants ont payé une note assez salée aussi. Comment est-ce qu'on arrive à produire ça ? Alors, le problème, c'est que l'observation empirique, elle montre que ça ne va pas s'arranger. J'ai pas votre vision. D'accord. Moi, je pense c'est bien. Un peu de positif optimisme, c'est bien. Parce que je suis à tellement d'endroits où vous avez même pas... Mais vous avez raison. Je travaille à ce que ça s'arrange. Mais nous aussi, j'ai publié un bouquin sur la question. J'en suis à la 230e édition. Là-dedans, tout ce qui est civil, c'est un bon tiers des émissions. Deuxième tiers, c'est de la psycho. Donc voilà, donc on fait aussi ce qu'on peut. On a quand même beaucoup... En ce moment, il y a une proposition. C'est la PPL 819 pour la résidence alternée. Derrière, en sous-main... En arrière-plan, il y a effectivement la médiation et la conciliation, et expliquer aux gens que ça ne sert à rien de se battre, parce que si on part D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la résidence alternée ? C'est intéressant, ce barrage. Alors, si vous avez bien fait vos devoirs, vous avez lu un peu tous mes articles, non ? Vous avez fait vos devoirs ? Il y a un petit côté, parfois il y a un petit côté féministe un peu contestataire. Allez, c'est moi qui balance des bananes. Allez, c'est parti, allez-y. Je les vois là. Alors, j'en ai écrit des choses sur la résidence alternée. Moi aussi. Mais d'ailleurs, vous devez savoir que j'ai participé à une proposition de loi qui a été votée au Sénat, qui attend toujours dans une niche depuis 2 ans. Ah, des niches au Sénat, il y en a un certain nombre là. Oui. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'automatisme sur aucune mesure de résidence. Encore une fois, moi, mon credo, c'est le sur-mesure. C'est une famille, une solution. Pas d'automatisation des solutions. Et évidemment, quand la résidence alternée peut être ordonnée, parce qu'elle correspond aux besoins des enfants, je ne dis pas qu'elle correspond aux droits des parents. Pour moi, les parents ont d'abord des devoirs avant d'avoir des droits. Mais si elle correspond aux besoins des enfants, pour leur développement, etc., si elle est totalement adaptée, si les conditions en sont remplies, bien sûr qu'elle doit être ordonnée. Bien sûr que oui. Alors aujourd'hui... Mais on ne fait pas n'importe quoi avec les... Enfin, je vais être très claire, on ne fait pas n'importe quoi avec les gosses. Moi, je suis d'accord. C'est pour ça que je dis qu'il y a un métier qui manque. Parce que le métier qui manque, c'est celui qui va râler l'intérêt de l'enfant et non pas l'intérêt du parent. Déjà, il y a un changement de paradigme tout de suite là. Et c'est un métier, c'est un métier qui manque. Oui, mais c'est un métier qui manque dans l'institution. C'est Lille, c'est Arras. Oui, c'est Lille, c'est Arras. C'est la pluridisciplinarité, c'est celle qu'on promeut avec les avocats de la paix. Il y a besoin, on dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Moi, je pense qu'il faut plus qu'un village, il faut des professionnels très, 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 très investis. Mais il faut donner ces lettres de noblesse à la juridiction civile. La juridiction civile, ce n'est pas une juridiction pour se faire les dents pour les débutants de la magistrature, et ce n'est pas Il y a de très bons juges, Stéphane. Oui, il y a de très bons juges en famille. Je sais. Je suis obligé de globaliser. Mais je suis obligé de constater aussi que les allocations de postes qui se font en septembre, en début d'année, du tribunal, les gens demandent là où ça cause, et que donc quand on sort de l'école, on passe par le civil, et que beaucoup de gens qu'on a devant nous au JAF,
très peu d'entre eux ont fait la volonté de carrière et les choix de formation interne de se consacrer à la famille, parce que pour eux, c'est pas la matière noble à laquelle ils aspirent. En plus, il y a un manque d'hommes qui est criant. Pas dans l'évolution de la carrière. En fait, c'est simplement un système qu'il faut revoir là aussi pour qu'il y ait des filières famille. Bien sûr. En fait, il faut une filière famille et qu'un Exactement. Il faut des lettres de noblesse au civil. Voilà. Absolument. Parce que s'occuper des enfants, c'est pas la guerre. La famille, c'est pas la guerre. C'est pas le tribunal du commerce. C'est pas la punition. Tribunal, c'est pour punir. On va au tribunal parce qu'on a fait quelque chose de mal. Je suis désolé, mais aujourd'hui, à notre époque, se séparer de quelqu'un, c'est pas faire quelque chose de mal. Vous parliez tout à l'heure voilà, mais on peut élargir si vous voulez. C'est pas parce que on s'entend plus que tout de suite nous sommes des criminels. Donc le tribunal, le machin, c'est très anxiogène comme environnement. Mais il y a peut-être une refonte à produire. Je pense que l'environnement du traitement de la famille, dans certains pays. Moi, je sais que j'ai vécu en Asie. Les gens qui viennent vous voir parler de la famille, ils ont des cheveux blancs, il y a un peu de marque sur le visage, vous voyez. Et ils savent que ils ont un peu vécu, ils en ont reçu du bon, du pas bon. Ils viennent vous voir et puis ils vous disent, oh, tu sais, de ma grande sagesse, je te conseillerais plutôt ça. C'est vraiment une ambiance très différente. Oui, c'est une autre culture, c'est un autre système et encore une fois, vous voyez, moi je le pense profondément. Faut réformer le système. Il faut réformer le système de tout le droit de la famille. Ah, mais vous faites vraiment beaucoup de choses par rapport à ça. Ça, c'est évident, c'est évident. Mais c'est bien de voir que vous avez un positionnement aussi avec votre génération, votre passé, votre façon de voir le droit des femmes et autres, et que finalement, on va se rejoindre sur la nécessité de... Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est vachement important. Et les hommes et les femmes ne sont pas opposés. On va pas. L'idée, c'est pas de les mettre l'un contre l'autre. Et je ne dirai jamais toutes les femmes sont des héroïnes et tous les pères sont des salauds et inversement. Je ne dirai jamais dire ça. Je ne le crois pas. Et on produit. Je pense qu'il y a des humains en souffrance et que ces humains en souffrance, ils ont besoin d'aide et que le système aujourd'hui n'apporte pas l'aide nécessaire aux familles, qui broie les gens et que ça, c'est pas possible et qui fait du mal aux enfants. Et moi, ça me rend dingue, ça, de voir qu'on peut encore aujourd'hui ne pas prendre conscience que quand on est dans un conflit, on abîme les enfants. Ah bah. Mais oui. À quel moment vous avez vu le nombre d'enfants placés, dont le nombre d'enfants placés pour conflit parental, comment est-ce qu'on peut abîmer plus un enfant quand là, on le fout dans les foyers de l'ASE, là, en fait, c'est le... Oui, bonne question. Quelque part. Un constat d'échec total, ça. Ouais. Oui, c'est un échec. Bon, mais écoute, c'est très bien de voir qu'il y a des gens qui se battent contre ça. Moi, je suis très content que vous ayez pris un peu de temps pour nous. Ça m'a fait plaisir. Je suis vraiment un partisan de la coordination parentale. Je pense que quand un juge voit arriver deux parents en train de dire le premier truc qu'il devrait faire, c'est de leur assigner un médiateur avant toute chose, pour au moins essayer. Et malheureusement, j'ai lu quantité de dossiers, c'est un mot qu'ils connaissent pas. En tout cas, il est très peu présent. Il faut vraiment que les deux le demandent quasiment pour qu'il soit assigné de manière judiciaire. Il y a des inégalités sur le territoire aussi. Oui. Ça, on n'en a pas parlé, mais... nous, on en parle aussi ici. On aimerait bien homogénéiser. On aimerait bien que la justice, ce soit pas quelque chose, un tapis vert avec un dé. Ce soit un truc prédictible qu'on comprenne à l'avance. Parce que normalement, la justice, c'est du droit, c'est des maths, ça devrait être beau, ça devrait être pur. Et aujourd'hui, même à haut niveau pour certaines affaires politiques, suivez mon regard, on ne comprend pas toujours les formulations et les raisonnements. Voilà. C'est ça. Oui. C'est ça. La justice, elle est rendue par des humains, mais il est vrai que il peut y avoir un sentiment d'injustice aussi, puisqu'elle est rendue par ces humains, si on constate que à Lille, on n'a pas une décision pour des faits similaires identique à ce qu'elle pourrait être, je sais pas, à Lyon ou à Bordeaux. Ben oui. Et ça crée en fait aussi beaucoup de difficultés quand on n'a pas une totale cohérence de jurisprudence. Oui, absolument. Et là, l'informaticien vous dit, il faut informatiser. Voilà. Il faut informatiser, balancer. Les juges doivent rester des humains. Oui, oui, tout à fait. Mais on doit tous travailler ensemble. Oui, mais il y a certaines choses, en fait, quand on lit le code, elles ne sont pas soumises à interprétation, en fait. Il y a des choses qui sont interprétables, d'autres qui ne le sont pas.
si vous voulez. Et le fait qu'elles soient interprétées différemment à Dunkerque ou à Marseille, ça pose problème. Oui. Bon. On est bien d'accord. Et comme quoi, le monde n'est pas terminé, il reste encore beaucoup à créer. Voilà. On a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail. Bon, et on le fait tous dans notre coin, que vous soyez professionnels comme vous ou des petits militants anonymes comme nous dans notre coin aussi. Voilà. Non, il faut le faire ensemble, tout ce travail. C'est tous les gens de bonne volonté. C'est pour ça qu'on a créé les avocats de la paix. Bien sûr. C'est pour vraiment regrouper tous ces avocats qui parfois se sentent isolés dans leur pratique un peu partout en France et dans les territoires d'outre-mer. Bon, les amis, la coordination parentale, les avocats de la paix, vous avez vu, hein, je l'ai un peu secouée et tout, elle tient bien, elle résiste bien. Hein, bon. Après tout ce que je vois, si je ne résistais pas, mon Dieu, il faudrait que je change de métier. Hein. Oui, on a besoin de tout ça. Barbara, je remercie beaucoup. Avec grand plaisir, Stéphane. Merci. Au revoir. Merci de ce moment et de votre écoute. Bougez pas, j'arrête le YouTube.